Aujourd'hui, nouvel invité, on reçoit Bruno Maltor. Il dit un peu que le voyage, c'est sa vie. Donc voilà, j'ai envie d'appeler ce podcast Système Altor. Attends, je vais d'abord essayer d'être heureux avec moi-même, apprendre à m'aimer entre guillemets, et après je chercherai quelqu'un d'autre qui pourra m'aider à être encore plus heureux dans la vie. On peut se dire 2012 c'est pas si loin, mais par rapport à Internet c'est la préhistoire. Ça m'arrive de me faire reconnaître, mais sur un terrain de foot en pleine sueur. C'est avoir deux troncs d'arbres très solides qui montent vers le ciel, qui regardent dans la même direction et qui vont être proches l'un de l'autre et qui vont s'aider l'un l'autre à grandir. On a perdu le drone dans un glacier, c'était terrible. Au bout d'une minute. Voilà, si demain Instagram ça marche plus pour toi, t'auras rien pour te retourner. Quand on veut parfois quelque chose, là je me suis tapé 6 heures de train, etc. Faut pas hésiter à se battre pour ça. Chaque lundi, Systémator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systémator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systémator, le podcast qui voyage et vous fait voyager, mais par procuration. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, nouvel invité, on reçoit Bruno Maltor, passionné de voyage et de géographie depuis tout petit. Il dit un peu que le voyage, c'est sa vie. Et il a lancé un blog qui s'appelle Votre Tour du Monde en 2012, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des 10 blogs de voyage les plus influents en France. Je crois que c'est plus de 2 millions de visiteurs uniques par an. Plaît du coup à ta chaîne YouTube, qui a le même nom, Bruno Maltor. Tu as 136 000 abonnés. Yes, ça fait pas mal de choses déjà. Exactement. Bonjour à tous. Bienvenue Bruno. Mais aujourd'hui, on va pas forcément parler de chiffres, mais plutôt un peu de la façon d'aborder un peu ton métier. Donc voilà, merci à toi Bruno de participer à Systémator, c'est cool. Yes, merci de m'inviter en tout cas. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on va se raconter aujourd'hui. Et du coup, en fait, vous vous êtes rencontrés sur un terrain de foot. Wesley m'a dit, alors peut-être que, je sais pas si Bruno, toi, tu t'en souviens, mais Wesley, tu vas raconter un peu cette anecdote. Tu en avais parlé d'ailleurs dans Systémator il y a plusieurs mois. Bah ouais, j'étais à Lisbonne à ce moment-là. C'était quand? C'était devait être début 2019, peut-être mi-2019. Ouais. Je dirais vers avril par là. Et on s'est retrouvés avec Bruno à jouer dans la même équipe. C'était un peu la French Connection d'ailleurs. Yeah. Et je l'ai vu, j'étais en train de jouer et lui, il était censé rentrer le match d'après parce que voilà, il y a les équipes les s'enchaînent et je l'ai reconnu quand il m'avait semblé le reconnaître. Je me suis dit mais je l'ai vu quelque part ce gars et en fait c'était sur internet, c'était sur YouTube. J'avais visionné quelques-unes de tes vidéos et voilà et puis on s'est retrouvés à jouer dans la même équipe. Vous avez gagné au moins. Je me souviens qu'il avait marqué un joli but. Yeah. Je crois qu'on avait perdu le match, mais il a fait une belle connexion. Il a sauvé l'honneur. Exactement, c'est marrant comme anecdote celle-là. Ça m'arrive de me faire reconnaître, mais sur un terrain de foot en pleine sueur, j'avoue que c'était pas l'endroit le plus. Et puis à Lisbonne en plus, effectivement, où t'es pas. Exact. Voilà, j'ai envie d'appeler ce podcast Système Altor. Pas mal. C'est le début là. Wesley est chaud. Wesley, vu que t'es chaud, qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire? Eh bien, ils peuvent aller soutenir justement Systémator en allant nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Stitcher pour nous aider à progresser, à nous faire connaître. Comme vous le savez, on s'adresse à tous les entrepreneurs qui sont créatifs et qui ont envie de réussir avec justement un système qui fonctionne pour eux. L'idée, c'est vraiment trouver l'équilibre entre la passion et le pragmatisme de mettre les choses en place, tout simplement. Donc, je vous laisse aller nous soutenir parce que les votes, ça compte. C'est déjà super cool que vous nous écoutiez. Voilà, merci à vous. Merci Wesley, et c'est parti, générique. Alors Bruno, du coup, on va te poser un peu les questions de base, tu vois, pour commencer. Celles qu'on doit te poser peut-être assez souvent quand on te rencontre. Pourquoi tu as lancé un blog voyage et comment ça s'est fait? Et notamment, un truc qui m'intéresse, qui est intéressant, je pense, pour les auditeurs, c'est combien de temps s'est écoulé un peu entre l'idée et l'exécution? Tu sais, tu as le cas des fois où ça se fait très vite et d'autres cas où tu mûris le projet pendant des jours et des jours, puis hop, d'un coup, tu lances. On voulait savoir un petit peu comment ça s'était passé pour toi.
Ouais, exact. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai lancé mon blog à une époque où, en fait, il n'y avait pas de métier déjà de blogueur professionnel, d'influenceur, etc. Donc, j'ai vraiment lancé un blog à l'époque où j'étais étudiant encore. Je faisais une césure d'école de commerce. J'ai fait l'école de commerce de Marseille, qui s'appelle Kedge Marseille maintenant. Avant, c'était Euromède. Et en fait, j'étais passionné de voyage depuis tout petit. Vraiment, je suis quelqu'un qui est passionné par la géographie, par la planète en général, etc. Et j'ai compris en grandissant que je pouvais, en faisant des stages, en faisant plein de choses, voyager aussi. Donc j'ai fait des stages à Montréal et à Shanghai. Et quand j'étais à Shanghai, je faisais du web marketing. Donc comment être bien référencé sur Google, etc., etc. Et je me suis rendu compte que j'avais des compétences dans un domaine qui n'était pas si connu parce qu'on était en 2012 et j'avais une passion qui était le voyage. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas essayer de mixer les deux et faire un blog sans prétention aucune parce qu'il n'y avait pas de métier de blogueur ou d'influenceur encore une fois. Et du coup j'ai créé un blog à WordPress assez rapidement à partir du moment où j'ai eu l'idée. Genre je sais pas, il m'a fallu que quelques mois quoi pour écrire les premiers articles, faire la mise en page, du thème, etc., parce que je voulais bien faire les choses. Et du coup ça a été assez rapide. Bon, c'est plus rapide qu'on ne le croit de créer un blog. Hein. Faut juste acheter un nom de domaine et créer le thème, etc. Et ça peut aller vite. Bah, surtout maintenant, en 2012, pardon, ça va peut-être un peu moins le cas. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2-3 clics, c'est limite tout fait, quoi. Ouais. Ouais, bah déjà, t'as ThemeForest, par exemple, qui peut te permettre d'acheter des thèmes super cool pour ton blog. Ça coûte à peine 50 euros et ça fait des rendus vraiment pro. Un nom de domaine, c'est 15 balles. Donc, enfin, c'est vrai qu'au final, après l'hébergement, ça doit coûter quelques dizaines d'euros par an. Donc, au final, tu t'en tires même pas si cher pour un rendu qui est très pro. Et c'était mon but, en fait, aussi à l'époque, c'est de faire un truc qui était quand même assez clean parce que il y avait pas mal de blogs voyage, mais il y avait pas beaucoup de blogs voyage qui étaient vraiment clean. C'était beaucoup de trucs amateurs, ce qui est très bien aussi. Hein. Franchement, j'adore les blogs de voyage amateurs parce que c'est très authentique, très sincère, etc. Mais moi, je me suis dit, vu que je suis étudiant, je veux bien faire les choses. Et voilà, je me suis dit, bah, je vais faire un truc quand les recruteurs ils vont venir sur mon blog potentiellement, quand les gens vont venir sur mon blog, ils vont devoir prendre une claque visuelle et kiffer le style et tout. Alors aujourd'hui, c'est mon blog, c'est pas du tout le plus graphique et visuel, mais à l'époque, il avait un peu d'avance par rapport à ça, donc je pense que ça m'a aidé. C'est devenu une carte de visite pour toi, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'était aussi un peu le but parce que je me suis dit, bah, de toute façon, voilà, j'allais gagner 0 € avec. Donc, je me suis dit, ben, autant faire un truc cool par rapport à ma passion. Mais comme j'étais encore étudiant, encore une fois, je me suis dit, ben, autant en faire aussi un truc que je pourrais utiliser sur mon CV à la rigueur, quoi. 0 € avec, c'était au tout début, ça. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, encore une fois, au tout début, on est en 2012, hein. En 2012, Instagram est à peine né. Donc, on est dans un monde totalement différent. On peut se dire 2012, c'est pas si loin, mais par rapport à Internet, c'est la Ah préhistoire. bah les années web vont très vite. Hein. Ouais, c'est Ça clair. n'a rien à voir. C'est Un clair. truc, par exemple, tout bête, en 2012, il y avait même pas la vidéo sur Facebook. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. D'accord. J'ai du mal à imaginer que ce monde Mais existait. 2012, c'est C'est très vrai que loin je m'en souviens absolument pas. sur l'échelle web. Ouais. On dit que le temps passe 4 fois plus vite, je crois, sur le web que Ouais. Ouais, c'est pas faux. Hein. in real life. C'est pas faux. Même quand tu vois YouTube, on va parler de YouTube. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais une possibilité pour peut-être déjà générer des sous et commencer à en vivre? Est-ce que tu as vu un modèle, tu t'es dit, ah, mais en fait, c'est possible? Ou est-ce que tu t'en es rendu compte progressivement? Des gens ont commencé à te contacter, s'intéresser à Ouais. toi? Ouais, c'est plus ça. C'est au final, c'est au fil du temps, on a commencé à me contacter. J'ai commencé à me rendre compte que il y avait peut-être moyen déjà de faire des voyages, etc., et de gagner ma vie même. Donc ça a mis pas mal de temps pour que je m'en rende compte. Mais après 2 ans de blogging où vraiment je bossais énormément, j'avais plus trop de vie sociale tellement que je faisais de choses sur mon blog les week-ends, etc., je me suis rendu compte que il y avait moyen que j'en vive. Et du coup, j'ai refusé un CDI chez TF1, chez qui je bossais en fait en alternance, et je me suis mis à 100% sur mon blog. Ça, c'était en quelle année, du coup? 2015, 2014, fin 2014. Ok. Et tu avais déjà Ouais. lancé, du coup, ton YouTube? Ouais, mais à l'époque, c'était vraiment pas ce qui marchait le mieux parce qu'en fait, historiquement parlant, moi, mon blog, il était plus sur Facebook et Twitter. Facebook parce qu'en fait, tu pouvais partager et des photos et des articles. Donc voilà, moi qui suis blogueur, c'était assez cool. Et des textes en général d'ailleurs aussi. Et Twitter, ben, parce qu'aussi à l'époque, en 2012, c'était vraiment à la mode Twitter en fait. Donc j'étais pas trop sur YouTube. Au début, je faisais pas vraiment de vidéos. En fait, moi j'ai grandi avec Internet. Donc c'est avec le temps que j'ai commencé à me mettre à la vidéo notamment. Ok. Donc, en fait, tu es plus quelqu'un de l'écrit à l'origine et tu t'es un peu mis au fur et à mesure, du coup, à la vidéo pendant cette expérience-là, quoi.
Ouais, et même à la photo aussi, hein. Par exemple, je faisais de la photo évidemment, mais entre guillemets pas au même niveau, je dirais que je fais de la photo aujourd'hui, sur mes réseaux. Donc ouais, en fait, moi j'ai appris avec internet, je suis un autodidacte par rapport à tout ça. Et ouais, j'ai commencé par le simple blog, et c'est au fil du temps que j'ai grandi avec internet et que je me suis dit bah attends, pourquoi j'irais pas sur Instagram? Donc voilà, quand tu vas sur Insta, tu vas commencer par mettre des photos dégueulasses qui sont toujours sur mon compte d'ailleurs, parce que je les assume très bien. Mais par la suite, tu te dis attends, mais j'ai peut-être essayé quand même de faire un peu mieux les choses, etc., etc. Et c'est pareil pour la vidéo, quoi. Tu commences par des vidéos un peu moyennes, mais c'est plutôt cool quand même. Il y a quand même des vues, et tu te dis ben ok, c'est cool, je vais continuer et je vais essayer d'améliorer mon style. Et il y a plein de styles de vidéos d'ailleurs que j'ai fait. Je m'égare un peu, mais c'est aussi intéressant à voir tout ça. J'ai commencé par des vidéos où il y a juste une musique, quelques petits textes, etc. sur la vidéo, mais on me voit pas forcément et tout. Après, il y a eu l'apparition des drones, donc ça a été une belle évolution. Et après, j'ai commencé à me mettre en avant sur mes vidéos. C'est pour ça qu'on me reconnaît sur des terrains de foot maintenant à Lisbonne, par exemple. Oui, parce que trop drone, c'est plus difficile. Mais justement, moi, ce que j'ai apprécié, Bruno, en découvrant ton univers, ton blog, c'est, je te l'ai déjà dit, hein, d'ailleurs par email, mais ton authenticité, ton intégrité, et ta transparence. Et en même temps, t'es pro, tu vois, vis-à-vis de ça. Et j'aime bien la combinaison des deux, de te dire, bah voilà, j'assume par exemple mes premières photos, mes premières vidéos. Mhm. Et tu as une page chiffres sur ton blog. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. C'est intéressant ce que tu dis du fait que le nombre de fans ne veut rien dire. Et moi, C'est je clair. pense qu'il y a un vrai mythe, putain de mythe à démonter autour de l'image que les gens ont du blogging voyage, notamment avec toute cette sphère d'influenceurs pardon, sur Instagram. C'est clair. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Bon, déjà, moi, ce qui m'énerve souvent, c'est que tu vois, je fais souvent des conférences, etc. Et très souvent, on résume l'influence. Alors, j'aime pas forcément le terme, mais on va l'utiliser parce que c'est le terme qu'on utilise le plus. On résume l'influence à Instagram. Genre, il y a que Instagram dans l'influence. Moi, ce qui m'énerve énormément, parce que tu vois, si tu prends mes chiffres, j'ai la chance d'avoir plus de 600 000 abonnés sur tous mes réseaux. Et Instagram, c'est une bonne partie, mais une petite partie quand même de ça. Faut pas oublier que j'ai 200 000 abonnés sur YouTube, sur Facebook, qu'on est quasiment 150 000 sur YouTube, que j'ai 3 millions de visiteurs uniques par an sur mon blog. Enfin voilà, il y a pas que Instagram. Et ouais, alors moi je trouve ça méga important, effectivement en 2019, d'être le plus sincère et le plus transparent possible avec ta communauté. Déjà parce que tu lui dois tout, parce que sans communauté, t'as aucune influence, comme on peut dire ça. Et du coup, par exemple, effectivement, cette année, j'ai abordé des sujets qui étaient sur le papier assez touchy. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, je pense à une vidéo qui parle de comment je gagne ma vie. J'ai vraiment expliqué de A à Z comment moi, en tant que blogueur voyage, j'arrivais à m'en sortir, j'arrivais à gagner un salaire, etc. Et je pense que le sujet est assez touchy sur le papier, mais je me suis dit, mais je leur dois ça en fait de leur raconter comment j'arrive à m'en sortir au quotidien. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que en fait, il y a quasiment 100 000 vues sur la vidéo, il y a 10 dislikes à tout casser, quoi. Et il y a zéro commentaire négatif, en fait. Donc, à partir du moment où tu assumes et où tu dis bien les choses avec franchise, bien entendu, enfin, que tu es sincère avec toi-même aussi. Moi, quand on me contacte pour une collaboration, il y a franchement 99% des collabs que je refuse parce que je me dis, enfin, ok, ils vont peut-être me payer ou je ne sais quoi, mais ça me parle pas ce produit, donc je vais pas en parler tout simplement. On est dans une époque où l'influence, ça veut tout et rien dire. Il y a plein de gens qui s'autoproclament influenceurs. En général, le plus tu t'autoproclames influenceur, le moins tu le seras, selon moi. Mais du coup, je pense que faut pas hésiter à être le plus transparent possible, et c'est ça qui fera qu'il y a des influenceurs qui vont rester sur le long terme, et il y en a qui vont faire de la merde et qui vont accepter toutes les collabs et dire n'importe quoi sur leur réseau, etc. pour quelques euros, et qui, je pense, disparaîtront assez rapidement. Je pense que le marché il va s'auto-réguler, en fait, au final, par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il y a vraiment le côté chiffre très visible. On pense Ouais, vraiment, voilà, des chaînes YouTube qui peuvent avoir, je sais pas, par exemple, 500 000 abonnés et qui gagnent à peine leur vie, alors que des chaînes plus petites ouais, peuvent totalement bien gagner leur vie. En fait, on oublie un petit peu ce qui est essentiel et qui est quelque chose qui est très difficile à s'imaginer quand tu le gères pas toi-même. C'est l'engagement que les gens ont avec toi, la confiance qu'ils te font. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs des marques qui font ça sérieusement, je pense, sur cette recherche-là, quoi.
Ouais, exactement, ouais, c'est clair. Bah, aujourd'hui, tu as vraiment des agences qui sont même là que pour ça, pour analyser les chiffres, etc. Et je trouve que c'est nécessaire. Bon, il y a le fameux débat en ce moment la disparition des likes sur Instagram. Moi, j'espère juste que du coup, les marques, elles vont pas retomber dans le panneau de uniquement regarder le nombre d'abonnés qui est affiché en haut, parce que ça, c'est tellement facilement cheatable. Au final, tu peux facilement acheter 50 000 fakes. Et vu qu'on verra plus les likes, tu sauras pas du coup si c'est des vrais abonnés ou pas, si ce n'est avec les commentaires. Mais bon, j'imagine que les commentaires, on peut très facilement les cheater aussi via des pods, etc. Donc, ouais, c'est clair qu'il y a un vrai travail de veille à faire pour les marques afin de trouver les bons profils qui travailleront Mais j'en avec elles. parlais hier justement de cette histoire un petit peu de disparition de likes. Je sais plus avec qui, peut-être avec toi, je sais plus. Mais en gros, moi je me disais, mais c'est terrible parce que du coup, on va à nouveau se contenter de regarder que le nombre de followers, alors que c'est pas vraiment ce qui compte. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi qui es vraiment de l'autre côté un peu de la barrière là-dessus? Comment tu vois de ça? Parce qu'il y a un Ouais. côté, tu vois, où ils peuvent se dédouaner un peu du côté un peu Ouais, mais dopamine c'est du like beaucoup. et tout. D'un côté, si on fait l'avocat du diable, tu dis bah oui, mais du coup, le seul moyen maintenant de démarrer sur Instagram, ça va être surtout de faire de la pub, quoi. Toi, qu'est-ce que t'en penses là-dessus, quoi? Comment ça va changer ça, à ton avis? Bah ouais, non, c'est clair que, bon, déjà, effectivement, la raison officielle qui fait qu'il y ait plus de likes sur Instagram, en tout cas pour 10% des Français actuellement, c'est que, soi-disant, ils veulent enlever la pression sociale qu'on peut avoir quand on poste une photo, à savoir regarder combien j'ai eu de likes par rapport à mes potes, etc., etc., etc. En soi, ça, c'est louable, Moi mais non j'y plus. crois pas du tout. Pour moi, genre, je me dis pas du tout que Instagram a fait ça pour ça. T'es une entreprise cotée, etc. Je pense que t'en as rien à foutre de la pression sociale. La réalité, c'est que pour moi, en vrai, ils vont, d'ici quelques mois, ou je sais pas quand, proposer des outils payants aux marques, aux agences, afin qu'elles puissent avoir des vrais analytics poussés sur les influenceurs. Donc, je pense qu'ils font juste ça en réalité pour cette chose-là, pour pouvoir payer, pour pouvoir avoir des services payants supplémentaires, afin qu'il y ait des analyses poussées proposées, un peu comme iPoditor. Je sais pas si vous connaissez. iPoditor, ça permet de pouvoir analyser les taux d'engagement, les commentaires moyens, le nombre de likes moyens, etc., etc. T'as plein d'infos. Bah, je pense qu'Instagram proposera ça à court terme. Moi, après, il y a deux Bruno qui s'affrontent dans ce truc-là. T'as le Bruno perso qui trouve quand même ça cool qu'il y ait plus de likes, parce que même si Instagram, pour moi, ne l'a pas fait pour ça, effectivement, je pense aux jeunes dans les collèges et les lycées et tout, qui devaient avoir une pression de ouf, déjà, qui sont toujours comparés avec les notes des matières différentes. Bah là, du coup, ils se comparaient encore plus via Instagram, via les likes sur Instagram. Donc, c'était pas forcément le top pour eux. Mais il y a aussi le Bruno Pro qui a la chance d'avoir un compte qui est ultra actif, qui est le fruit de 5 ans de travail, qui a 8% d'engagement sur un compte à 240 000 abonnés, ce qui est vraiment assez rare. Bah, lui, il est un peu deg parce que je me dis qu'effectivement, c'est 8 ans de travail pour avoir un bel engagement, etc., qui est un peu maintenant pas réduit à zéro, parce qu'il y a quand même toujours beaucoup de commentaires et tout, mais n'empêche qu'il est un peu malmené sur une décision. Et ça me fait penser que je donne souvent ce conseil-là en conférence, c'est faut pas être sur une seule plateforme en fait. Il y en a plein qui sont que sur Instagram, des mecs qui sont Instagrammeurs uniquement, mais pour moi c'est suicidaire. Parce que si demain ton engagement est chute, parce que si demain Instagram c'est plus à la mode, parce que voilà, si demain Instagram ça marche plus pour toi, t'auras rien pour te retourner. Moi, ça a toujours été un objectif de base, c'est d'être sur plusieurs plateformes. Ça a commencé avec le blog, mais très rapidement, je suis allé sur Facebook, sur Twitter. Après, je me suis développé sur Instagram, sur YouTube. Aujourd'hui, je suis aussi sur LinkedIn. Ça marche super bien, Ah ouais, c'est LinkedIn, vrai? c'est super intéressant. Je suis aussi sur TikTok. Ouais, faut vraiment être le plus Tu danses multiplateforme. pendant tes voyages? De quoi? Sur TikTok? Si je danse sur mes voyages. Non, mais justement, c'est assez marrant parce qu'ils essayent vraiment de sortir de cette, je dirais, de cette image-là. Bah oui, en plus, il y a des jolis trucs à faire avec le montage vidéo avec des beaux paysages, j'imagine, le champ des possibles. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Et je suis très mauvais danseur, donc je pense pas que j'aurai beaucoup d'abonnés si je mise là-dessus. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que en plus c'est un peu la même chose sur Facebook. Je vois que tu as aussi une grosse page Facebook. Bah finalement aujourd'hui les pages sont beaucoup Mhm. moins visibles qu'avant. Je pense. Je sais pas si toi t'en as souffert un peu. Non, non, bien sûr, moi j'ai 200 000 abonnés sur Facebook. Franchement, bien entendu que j'ai vu la chute des pages sur Facebook, en tout cas le reach organique. Alors moi j'ai eu aussi la bonne idée, par exemple. En fait, c'est pas Facebook qui est mort, c'est effectivement les pages organiques qui sont dans le mal. Mais moi j'ai eu la bonne idée il y a 3 ou 4 ans de créer un groupe Facebook, par exemple, qui s'appelle Voyageurs autour du monde. Il y a 140 000 personnes dessus. Donc voilà, là-bas tu vas échanger sur des bons plans, des itinéraires, des coups de gueule, des conseils, etc., etc.
Et ce groupe, il cartonne, par exemple, tu vois. Donc, en fait, il faut toujours essayer d'avoir plusieurs idées, d'être multiplateforme et de pas dépendre d'un seul truc. Ça, c'est Clairement. Et en méga plus, les important. groupes, c'est vraiment un super moyen pour vraiment fédérer une communauté, discuter en direct avec eux. Parce que j'imagine que c'est quelque chose qui ne doit pas être forcément être évident quand tu as cette notoriété. C'est de répondre aux gens, d'avoir des conversations avec eux. C'est pas, j'imagine que c'est un peu compliqué à gérer. Ouais, exactement. C'est pas forcément toujours facile. Et du coup, tu disais LinkedIn. Moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien en savoir un peu plus, quoi. Ouais, ben LinkedIn, c'est pareil. Moi, je partage assez souvent des actus. J'essaye d'avoir le bon mix entre pro, mais pas trop. Et ça intéresse grave les gens. Il y a beaucoup d'engagement. En fait, LinkedIn, en ce moment, c'est un peu comme Facebook à ses tout débuts. C'est-à-dire que si, par exemple, nous deux, on est en contact et que tu vas liker ou même commenter mon post, ça pourrait potentiellement s'afficher sur ton feed, en tout cas le feed de tes contacts à toi. Donc du coup, ma visibilité, elle a encore plus augmenté. Donc le like et le commentaire sur LinkedIn, c'est vraiment méga important. Donc à partir du moment où tu arrives à avoir pas mal de likes, tu peux être sûr d'avoir pas mal de visibilité. Ok, génial. En parlant un petit peu du coup du blog, tu as un blog qui est hyper fourni, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. J'ai cru voir que du coup, tu faisais des sortes d'articles invités aussi, c'est-à-dire que tu as des gens maintenant qui rédigent pour toi. Comment Ouais. tu t'as géré un petit peu ça, tu vois? Comment t'es passé des articles à YouTube? Est-ce qu'aujourd'hui, ton blog te prend combien de temps la partie écrite? Parce que, en fait, un peu comme tu l'as dit, on parle tellement d'Instagram, tellement de YouTube et un peu des autres que finalement, bah, les sites web, on a tendance à dire ouais, bah, finalement, c'est peut-être un peu Mm. mort. Alors qu'en fait, bah, si on regarde les chiffres, c'est absolument pas le cas. Toi, tu fais 3 millions de visiteurs uniques par an. C'est gigantesque. Tout le monde fait des recherches sur Google. Donc, il y a un vrai intérêt à bosser là-dessus. Et au final, toi, c'est ce que tu fais. On va voir, par exemple, tu as plein d'articles sur ce que c'est que la vie à tel ou tel endroit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, grave. Du coup, c'est vrai que le blog, il s'appelle quand même Votre Tour du Monde. Donc, je me suis toujours dit que ça serait bien d'intégrer des gens, en fait, dans le blog en lui-même, dans les articles, etc. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pas mal de monde qui me suit. Donc, il y a pas mal de gens qui ont des expériences à partager. Par exemple, moi, j'ai pas du tout la chance d'avoir vécu, je sais pas, moi, à Berlin ou d'avoir vécu à Londres. Il y a des gens qui ont vécu là-bas dans mes abonnés et qui se proposent de partager leur expérience. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est pas moi qui vais pouvoir te parler de la vie à Berlin alors que j'y suis juste allé 3 jours. Donc en fait, l'idée c'est de trouver des profils intéressants, atypiques, avec un contenu qui peut être vraiment riche à partager avec les lecteurs du blog. Et c'est comme ça que je le fais tout simplement. Donc le blog pour moi, il est pas du tout mort. On annonce la mort des blogs depuis 20 ans, je pense sincèrement. Genre depuis le moment où ils sont nés, quoi. Donc C'est comme l'email aussi, ça me fait rire, quoi. ouais, ouais, non, mais franchement, j'ai l'impression que ouais, les newsletters, etc., on a toujours, de toute façon, on veut toujours donner mort des trucs. Mais vraiment, genre, le blog, on a annoncé mort 20 fois depuis que j'ai créé mon blog. Et c'est toujours là et c'est toujours bien présent. Et c'est le contenu le plus durable que tu puisses trouver sur Internet avec les vidéos YouTube, peut-être. Donc, ok, Instagram, c'est cool, mais une photo sur Instagram, ça a une durée de visibilité de 48 heures. Un blog, c'est plutôt l'inverse. C'est sur le long terme que ça va se jouer. Et je sais que moi, aujourd'hui, on sort peut-être 2 articles par semaine en moyenne, mais tu auras quand même des milliers de visiteurs qui viendront sur le blog tous les jours sans que j'ai besoin de rien faire parce que le référencement est déjà fait et qu'il grandit et il avance tout seul, quoi. Donc c'est Et tu es tout super seul intéressant. pour gérer tout ça ou tu as un staff? Parce que tu as dit on publie plusieurs articles. J'imagine du coup, est-ce que ça veut dire que tu as un Ouais, staff avec toi? ouais, j'ai un pote qui bosse avec moi qui s'appelle Clem. Donc Oui, il me semble qu'il était sur il l'aile était aussi gauche. au foot peut-être. Ouais. Le bon vieux Clem. Mais ouais, du coup, on est deux il m'a rejoint il y a quelques temps. Ok. Et donc lui s'occupe essentiellement du blog. Est-ce qu'il gère des choses sur ton YouTube ou... Ouais, en fait, si tu veux, on est sur un métier tellement atypique qu'il faut savoir gérer tellement de choses Ouais, c'est ça que je voulais savoir. que il m'aide un peu sur tout, Clem, hein, que ce soit sur la partie vidéo, sur la partie blog, il va pas gérer tout non plus, mais il m'aide sur pas mal de sujets, en tout cas selon les besoins du moment, parce que de toute façon, le métier de blogueur fait que un jour tu vas devoir tourner une vidéo au fin fond du Portugal, l'autre jour tu vas devoir être posé à Paris ou je ne sais où pour créer des articles, l'autre jour ça va être répondre aux commentaires sur le blog. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses que je fais au quotidien que Clem il s'adapte et il m'aide par rapport à différents sujets, quoi. Justement, Bruno, ça tombe bien que tu ouvres la porte là-dessus. J'aimerais parler un peu de la face cachée de l'iceberg, les contraintes et les galères que bah, l'audience ne voit pas lorsqu'on est blogueur Mhm. voyage. Et on peut peut-être Ouais, commencer par. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de journée, il y a pas une journée type, mais ouais, non. lorsque, je sais pas, est-ce que tu as une semaine type, peut-être lorsque tu es en voyage et lorsque tu es à Paris, Ouais.
Est-ce que tu peux nous donner un peu les composantes de ton quotidien finalement? Ouais, bah c'est vrai que franchement, ça sera impossible de d'écrire une journée type, encore une fois, parce que on fait tellement pas les mêmes choses, je dirais au quotidien, ça change vraiment tout le temps. Donc je pourrais pas donner une journée type, mais en gros, quand je suis en voyage, faut savoir que je pars pas en voyage pour chiller et pour faire oh une story, poster une photo de moi sur un transat et c'est bon, j'ai fait ma journée. Je travaille énormément quand je suis en voyage, c'est là où je vais créer mon contenu, donc ça va être méga important de faire du bon boulot. Donc en général, quand je pars en voyage, si la météo me le permet, je vais me lever très tôt pour shooter le lever du soleil. Donc selon la saison, ça peut être je me lève à 4-5 heures du mat, concrètement, en été par exemple, parce que le soleil, quand il se lève, c'est le moment de la journée où tu vas pouvoir avoir les plus belles couleurs, que ce soit en photo comme en vidéo, on appelle ça la golden Mhm. hour. Donc c'est super important pour moi de shooter à ce moment-là. Le reste de la journée, je vais faire des activités, je vais me perdre un peu partout, je vais essayer de rencontrer des locaux, enfin essayer de comprendre la culture, etc., etc. Et le soir, je vais shooter le sunset. Donc par exemple, en été, encore une fois, le coucher de soleil, il doit être à 22 heures à peu près en moyenne, un peu partout dans le monde. Donc ça veut dire que je me fais une journée d'environ 17 heures. Non, attends, de 6 heures du matin à C'est 16 22 heures, ouais, heures, c'est ça, ouais, ouais, en c'est ça. tout cas, ouais, on est sur un truc assez long. Donc voilà, ça c'est pour donner un ordre d'idée. Ouais, faut pas croire qu'à 22 heures j'ai fini mon travail, bien au contraire. Après ça, je rentre à l'hôtel ou je rentre à l'Airbnb, ça dépend où je suis logé, etc. Et je vais devoir regarder les photos que j'ai prises. Donc pour pouvoir en éditer une, pour poster sur mon compte Instagram, je vais devoir regarder un petit peu les vidéos que j'ai prises, que ce soit pour mes stories, que ce soit pour le vlog où faut backuper toutes les vidéos du vlog, etc. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce métier-là. On ne se rend pas forcément compte. Et je pense que si t'es pas passionné par tout ça, par le digital et par le voyage, franchement, après 2 mois, t'en as marre, quoi. Parce que c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de taf. Donc ça, c'est pour la partie voyage qui est la plus exigeante, mais la plus passionnante aussi, évidemment. Et après, quand je rentre, ça va vraiment dépendre de mon actualité, de ce que je vais faire. Je vais devoir gérer mes emails parce que j'ai pas d'agent qui me représente. Moi, je gère mon business comme un grand. Donc voilà, je vais devoir répondre à tous les demandes des partenaires, aux abonnés, etc. Répondre aux commentaires sur tous les réseaux si j'ai pas eu le temps de le faire pendant le voyage. Répondre à des dizaines de choses, faire des articles. Enfin, tu vois, en fait, le retour, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont potentiellement réalisables. Je fais aussi de l'événementiel avec le Verre du Voyageur, où je rassemble plus de 1000 personnes dans des lieux privatisés. Le prochain, par exemple, à Paris, il est ce jeudi. Donc, j'ai privatisé un lieu entièrement et t'as 1000 personnes qui viendront afin de parler de voyage le temps d'un soir avec des gens passionnés comme eux. Donc, il y a tellement de choses que je fais quand je reviens que j'ai encore moins de journées type que quand je suis en voyage, je dirais. Alors du coup, le podcast sera sorti après normalement du coup, mais du coup, est-ce que les gens pourraient, Ouais. participer peut-être au prochain? Ouais, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Le Verre du Voyageur à Paris, que tu peux rejoindre, où il y a 16 000, 17 000 personnes à peu près. Et sur ce groupe-là, je partage souvent les infos en mode, ben voilà, le prochain Verre du Voyageur, ça sera tant, ça sera dans tel endroit, etc. Faut prendre une place en ligne, prenez-la bien. Il y a un site internet qui s'appelle verreduvoyageur.com. L'entrée est gratuite, mais il faut quand même prendre une place pour que ben moi j'ai une estimation réelle du nombre de personnes qui vont venir et tout. Et du coup, On ouais, du coup partagera c'est les ça. liens de toute façon, Bruno. Et dans les notes de l'épisode, vous trouverez toutes Yeah. les informations. Est-ce que le voyage, c'est Cool. toujours une passion ou des fois, c'est quand même un peu une contrainte? C'est vrai que tu as décrit quand même un quotidien qui est quand même assez lourd. Il y a pas mal de choses à faire et puis, Mhm. bah, c'est un peu la grosse contrainte des créateurs de contenu, quoi. C'est que, bah, si tu arrêtes de sortir du contenu, tout s'arrête et ça s'arrêter très vite. Tu Ouais, pas vraiment le droit ouais. à des vraies pauses, ou des grosses vacances, on va dire. Donc, d'où ma question, quoi. Est-ce que c'est toujours une passion ou est-ce que des fois, tu le fais mais, c'est quand même un peu difficile, quoi? Non, non, mais si c'était plus une passion, j'aurais déjà arrêté il y a longtemps parce que comme je te dis, c'est quand même exigeant comme métier. Donc si t'as pas la passion, je pense que très vite, n'empêche, t'arrêtes. Honnêtement, donc oui, c'est toujours une passion évidemment. Après, c'est clair que c'est une passion qui demande des sacrifices, comme vous l'avez sous-entendu avec la question. C'est que par exemple, ben ouais, c'est clair que moi, je vais pas pouvoir voir ma famille autant que je voudrais la voir. Je vais pas pouvoir voir mes potes autant que je voudrais les voir. Je peux pas vraiment avoir de relations stables. Il y a des petites choses comme ça dont tu te rends pas forcément compte. Quand tu tombes sur mon compte Instagram, tu vas te dire ah trop stylé et tout. Tu vas pas voir l'envers du décor. Et d'ailleurs ça tombe bien, c'est une vidéo sur YouTube que je pense faire prochainement parce que ben justement pour un peu montrer aux gens que aucun métier n'est parfait et que même quand on pense que le métier de blogueur voyage est parfait sur le papier évidemment il l'est et mon métier est passionnant, je suis trop content de le faire. Mais il faut se rendre compte qu'il y a aucun métier qui est parfait et que effectivement ce métier-là fait partie de ce que je dis quoi. Aucun métier n'est parfait quoi. Donc finalement,
être conscient des contraintes qu'on est prêt à endurer pour faire ce qui compte le plus pour nous, quoi. Ouais, exactement. Et toi, tu avais Exactement. conscience un peu de ces contraintes avant de te lancer Ouais. Non, pas du tout, vu que moi, mon métier, je l'ai un peu créé, quoi. Au final, je savais pas trop à quoi m'attendre, hein. Et Genre ça pas du t'arrive tout, quoi. d'échanger? Il y a une communauté comme ça de blogueurs voyage francophones ou même internationaux, des gens avec qui tu peux échanger, je sais pas, les meilleures pratiques, ou est-ce que tu es vraiment en mode solo? Ouais, non, bien sûr, il y a plein de potes à moi qui sont blogueurs aussi. Il y a vraiment un petit crew, de bons potes et cetera. Donc ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a pas tant de blogueurs voyage qu'on pense, professionnels en tout cas, je veux dire, hein. En France, je pense qu'on est une petite vingtaine, quelque chose comme ça. Mais ouais, il y en a qui sont très cool, qui sont devenus des amis au fil du temps. Donc pour ça, il y a un bel esprit d'entraide et cetera. C'est méga important parce que vu qu'on est sur un métier atypique, il y a peu de monde qui peut comprendre nos problématiques et cetera, tu vois? Donc c'est cool d'avoir des potes blogueurs, qui vivent le même quotidien et qui comprennent, bah, tes galères et tout de temps et en tu temps. voyages seul toi en général ou tu es accompagné ou... Ça va dépendre des voyages en fait. Si la production de contenu qui m'est demandée n'est pas trop lourde, j'entends par là juste des photos Instagram, des stories et un article, des tweets et des posts Facebook par exemple, ça je peux le gérer tout seul. Si par contre il faut une vidéo en plus de ça, là je pars avec mon pote Clem qui bosse avec moi parce que je peux quand même pas tout gérer tout seul. Par exemple quand je vais sortir le drone pour un coucher de soleil ou un lever de soleil et faire des plans avec mon drone, lui pourra utiliser sa caméra, notre caméra, pour faire des plans que moi j'aurais forcément pas pu faire parce que je suis en Nous, on train a de fait pareil en shooter avec Islande, le mais ça drone, n'a pas quoi. marché. On a perdu le drone dans un glacier, c'était terrible. Au bout d'1 minute. Aïe, aïe, aïe. C'est la vie. Le bon vol à 800 € quoi. Et du coup, on pourra en reparler peut-être après. Mais Bruno, ouais, c'est quoi l'équilibre entre temps que tu passes en voyage et le temps que tu passes à Paris sur une année à peu près? Écoute, bah moi j'habitais à Lisbonne cette année, donc j'étais pas très souvent à Paris. Mais je dirais en tout cas le temps que je suis en voyage, c'est au moins 8 mois, Ok. 8 mois par an, je 8 dirais. mois par an en voyage et 4 mois à ta Ouais, base en fait, ouais, peu importe la ville. ouais, exactement. Et sans rentrer trop forcément dans les détails, mais comment ça se passe pour gérer un peu la vie personnelle, quoi, les relations personnelles ou ce genre de choses? J'imagine, est-ce que tu vois ça quelque chose, comment dire? Un métier un peu long terme? Ou est-ce que tu te dis: «C'est un peu une phase, donc j'en profite, à fond»? J'imagine, c'est toujours assez compliqué de se projeter dans ce métier, autour du contenu et un peu de l'influence, même si tu aimes pas trop ce terme. Ouais. Parce qu'au final, bah, tu es dépendant de beaucoup de choses. Toi, tu as multiplié quand même tes sources de trafic et tes points d'entrée avec la communauté, ce qui te permet un peu, j'imagine, d'avoir de la sécurité et de te dire, bah, si demain Instagram s'arrête, tu as quand même YouTube, Facebook, ton blog, tes newsletters, etc. Mais comment tu vois un petit peu ton avenir un peu professionnel et puis même personnel? Est-ce que ça peut se coupler avec, je sais pas, une vie de famille? Est-ce que tu en as envie, tu vois? Sans trop forcément rentrer dans l'intime ou les détails, mais comment tu C'est vois trop un peu tard, t'as ça? posé la question, Seb. Non, moi, ce qui est sûr, c'est que ça fait 2-3 ans que je me dis, genre, bah déjà, moi, je suis passionné par ce que je fais, je me lève avec le sourire tous les matins, donc ça vaut tout l'or du monde. Et des fois, je me dis que ouais, peut-être que je ralentirai un peu le rythme d'ici 1 an ou 2. Sauf que à chaque fois, je me dis ça et à chaque fois, je continue l'année d'après à fond parce que j'aime trop ce que je fais. Donc j'ai du mal à penser que je vais ralentir le rythme à court terme, en tout cas. Parce que je kiffe vraiment globalement quand même mon quotidien. Mais oui, du coup, ce quotidien, il implique des sacrifices. Donc, comme je le disais, moi, j'ai pas forcément de copine, mais ça, j'ai aussi en fait appris. J'aime bien le pas forcément deux. J'ai pas ce besoin en fait, tu vois. Je sais qu'il y a plein de potes qui sont dans une vie plus sédentaire, etc. Eux, ils sont dans le besoin d'être avec quelqu'un, etc. Et pour plein de raisons, c'est cool. Mais moi, j'ai appris à être heureux tout seul, entre guillemets, et à être heureux avec moi-même, ce qui est assez rare. Et je trouve que c'est une belle richesse aussi en réalité. C'est quelque chose qu'on fait trop peu. En tout cas, quand je regarde autour de moi, il y a très peu de gens qui se disent: «Attends, je vais d'abord essayer d'être heureux avec moi-même, apprendre à m'aimer entre guillemets, et après je chercherai quelqu'un d'autre qui pourra m'aider à être encore plus heureux dans la vie». Souvent, on se dit bon bah vas-y, j'ai trouvé quelqu'un et ça m'aidera à être plus heureux, etc. Mais on cherche pas d'abord à s'apprécier soi-même. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais j'espère que vous comprenez. Si, merci d'ailleurs Bruno pour ça, c'est des choses j'ai l'impression quand même ça se médiatise, je veux dire, on commence à le Doucement. voir. Moi, je vois en tout cas, avec mes lunettes, mon filtre de vie à moi, Ouais. sur les réseaux que je fréquente, les pages que je suis, je vois quand même beaucoup de personnes parler du fait que c'est important d'être heureux et d'être bien dans sa peau seul, heu Ouais. et j'aime bien cette idée de métaphore des troncs d'arbres, avoir,
plutôt que d'avoir deux troncs d'arbres déracinés qui tombent l'un sur l'autre et qui à peu près s'empêchent d'aller plus bas. Ouais, ouais, grave. Ce Ouais, qui ça. est finalement la symbolisation de beaucoup de relations, c'est avoir deux troncs d'arbres très solides qui montent vers le ciel, qui regardent dans la même direction et qui vont être proches l'un de l'autre et qui vont s'aider l'un l'autre à grandir. Euh, Ouais. c'est comme ça que je vois aussi les choses. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ce que je me dis. Donc, je suis pas non plus en mode oh my god, je suis trop deg de ne pas avoir de copine, etc. Je suis heureux, je suis heureux au quotidien. J'ai pas ce besoin à un court terme. Après, si je fais une très belle rencontre, ben parfait. Et je me poserai les bonnes questions à ce moment-là. Mais pour l'instant, en fait, je sais pas, j'ai pas ce besoin, quoi. Quelle paire de chaussures de rando lui acheter, quoi? C'est le genre de question. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. Donc, mais par contre, c'est vrai que clairement, si j'avais une copine, ce serait un métier assez compliqué, mais pas impossible non plus, j'imagine, de combiner les deux, hein. Il y a plein de mecs qui voyagent énormément ou plein de filles qui voyagent énormément pour leur travail et ils arrivent quand même à être en couple avec quelqu'un qui est juste conciliant et compréhensif. Mais d'ailleurs, quand tu regardes un peu ces milieux-là, souvent les gens sont en couple un peu entre en youtubeurs, influenceurs et tout ça, parce que c'est quand même une vie tellement particulière où tu dois, et les gens ne le voient pas forcément, mais tellement t'investir corps et âme parce qu'il y a quand même aussi une concurrence gigantesque. Tout le monde veut aussi un peu ta place, même si les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est. Et puis, il faut survivre, subsister, développer. Et c'est très compliqué, je pense, d'allier les deux, quoi. Il faut vraiment quelqu'un qui ait conscience de ce que tu vis, ou alors qui soit dans le même milieu que toi, quoi. Exactement, exactement. C'est totalement ça. Bah écoute, merci beaucoup Bruno pour toutes ces discussions, cette discussion un peu à cœur ouvert, c'est très très intéressant. On va finir par deux petites questions. Wesley, vas-y. Ouais, quel est ton plus beau souvenir de voyage? J'en ai un en tête, mais c'est peut-être pas celui-là. Si, il y a peut-être des chances que ça soit celui-là parce que j'en ai fait vraiment. J'ai envie de dire le volcan, mais est-ce que c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est cette année quand même. En fait, je trouve l'histoire super cool en plus parce que cette année, je savais pas. En début d'année, en mars, j'avais un mois de libre et je savais pas forcément où aller. Et en fait, je me suis dit, ben, tu sais quoi, tu vas demander à tes abonnés de choisir quelle sera ta prochaine destination. Et du coup, j'avais présélectionné 10 pays qui m'ont toujours fait rêver. Enfin, comme j'aurais pu en sélectionner 150, hein, mais j'en ai sélectionné 10 pour que ça soit assez rapide et efficace. Et j'ai fait des sondages sur Instagram. Un pays affronter un autre pays, un peu comme une Coupe du Monde de football. Donc, j'avais fait un système de tirage au sort, au hasard, etc. Moi, je J'ai fait des Mais braquettes. t'avais pas mis l'Albanie, quoi, dedans? Non, j'avais mis, j'aurais pu, hein, parce qu'en plus, Albanie, ça a l'air assez stylé pour de vrai, mais ouais, j'avais quand même mis des pays assez lointains parce que j'avais envie d'une destination assez lointaine. Donc, à titre d'exemple, j'avais mis, par exemple, Oman, j'avais mis l'Iran, j'avais mis l'Ouzbékistan, j'avais mis le Népal, Ah ouais. j'avais mis sans doute des choses comme les Philippines, j'avais mis le Sénégal, enfin voilà, j'avais mis 10 pays comme ça, j'avais mis notamment le Guatemala. Et en fait, du coup, les gens ont choisi via les sondages sur Instagram où est-ce que j'allais partir. Et je suis donc parti au Guatemala. Et ça a été une excellente découverte, le Guatemala. Je suis parti 3 semaines et demie là-bas. Et ça a été un gros kiff, notamment parce que à la fin de mon voyage, j'ai grimpé un volcan à 4000 mètres d'altitude pour découvrir El Fuego, donc il y a un volcan en éruption. Et c'est un volcan qui explose vraiment tout le temps, quoi. Enfin, genre, il y a même eu d'ailleurs une énorme explosion l'année dernière qui a malheureusement fait 200 morts. Donc vraiment, c'est un volcan qui est explosif. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir un volcan en éruption face à mes yeux pendant une nuit entière en fait, dans un contexte extraordinaire parce qu'il y avait un ciel étoilé de malade, parce qu'il explosait toutes les 10 minutes le volcan. Et c'est difficile de faire mieux en termes de souvenirs parce que c'est quelque chose que tu verras sans doute que une fois dans ta vie, hein. On n'a pas de volcan actif en France. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. Ouais, c'est Mais, ce que euh, j'aimerais. et du coup, c'était un souvenir extraordinaire et j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est d'ailleurs, je pense, ma vidéo préférée parce que forcément, elle me rappelle un souvenir qui est extraordinaire. Et en plus, enfin, faut savoir que voilà, en montant, il faisait vraiment dégueulasse. À la fin, on voyait même pas à 5 mètres, etc. Il faisait gris, il y avait du vent. Et c'est vraiment au dernier moment, au coucher du soleil, que tout s'est dévoilé, tout s'est calmé et qu'on a vu volcan en face de nous, quoi. Et du coup, t'es à 4000 d'altitude et t'as ça qui se fait, j'en ai pleuré, quoi. C'était ouf. Bah, ça résume bien, j'ai pas envie de dire la vie dans sa globalité, mais dans beaucoup de manières dont elle se forme. Tu galères pendant longtemps, tu es dans la brume et boum, d'un coup, tu dis: «Ah ouais, ça y est, Mhm. j'ai le Graal». C'est clair. Non, c'est clair. Ça,
Tu vois, c'est comme souvent on me pose la question, comment t'as fait pour en arriver là? C'est comme s'il y avait un secret précis pour devenir blogueur J'ai voyage. acheté 2 billets d'avion pour le Guatemala. Non, c'est vraiment le travail sur le long terme, c'est tout donner, quoi. Tout donner au quotidien, il n'y a pas de secret, en fait. Vraiment, à chaque fois, on me pose la question et à chaque fois, c'est ma réponse, c'est bah, ça fait 7 ans que je travaille, quoi. Que je travaille, que je donne tout dans ma passion et c'est ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Il n'y a pas de gros secret. Donc, ouais, il y a des longues parties où tu es dans le brouillard et à la fin, ça commence à plutôt bien marcher. Et après, tu pourras peut-être être dans le brouillard à nouveau, mais faut pas oublier que après le brouillard, normalement, il fait beau. Et c'est beau aussi le brouillard, Ouais, en plus. moi j'aime bien. Ça permet de te remettre en question, en fait. Et du coup, j'imagine il faut quand même une sacrée condition physique pour faire tout ça. Comment tu gères un peu ça? C'est qu'on n'a pas trop parlé, mais Sincèrement, moi j'ai un corps de lâche, genre vraiment. Donc je suis pas le meilleur exemple là-dessus. Je fais un foot quand je reviens là où je suis, je cours de temps en temps, mais c'est à peu près tout ce que je fais quoi. Après j'ai un passé de sportif un peu, donc ça m'aide, mais je fais que courir un peu, je fais pas forcément de muscu ou quoi. Mais bon, c'est preuve que bah, c'est accessible, quoi. Mhm. Je pense que c'est beaucoup dans le mental en fait. yes. Ce serait quoi un peu la destination? Tu dois me dire un truc qui est peut-être pas forcément qui est sous-coté ou alors Mhm. qu'on connaît pas trop. Là, tu me dis ouais, Seb Wesley, faut vraiment que vous alliez quelque part. Ça serait quoi? Ouais, qu'est-ce qu'on doit faire en 2020? Bah déjà le Guatemala, hein. Franchement le Guatemala c'est une destination qui est pas mal décriée. Chaque fois que j'en parlais à des gens que je disais je vais là-bas, on me disait tu vas mourir et tout. Bon, visiblement, je suis encore en vie. Et ouais, le Guatemala, c'est un pays qui est super intéressant. C'est pas très connu, pas très touristique, donc c'est super cool pour ça. Et il y a plein de choses à faire entre la culture ancestrale, les temples qui sont magiques que tu pourras voir là-bas, temple Maya et tout, avec le volcan en éruption, avec la gentillesse des Guatémaltèques. Il y a vraiment de quoi faire dans ce pays-là. Bon, après, c'est assez loin, mais je le conseillerais vraiment. Pour les claques visuelles, t'as deux pays qui ressortent en moi. T'as la Norvège, qui est pas si lointaine, mais qui est folle, notamment avec les îles Lofoten, Lofoten. C'est un délire. J'ai jamais vu aussi beau, je pense. Et aussi, tu as la Bolivie en Amérique latine, et notamment la région du sud de l'Ipèze. C'est là où on peut trouver notamment le Salar de Uyuni, qui est le plus grand désert de sel blanc au monde. Ça, c'est pareil. C'est vraiment, une fois que tu as vu ça, je pense que tu peux te coucher tranquille parce que Tranquille. c'est vraiment extraordinaire, quoi. Ça c'est connu, ça, je crois, c'est l'espèce Oui, de le truc désert tout aride où là. les gens font des photos, où ils font Ouais. semblant de porter la voiture. Ouais, exactement, c'est exactement ça. On a tous fait ces photos-là, là-bas. Moi, j'y suis allé il y a 6-7 ans, c'était pas encore si connu que ça, mais j'en garde un souvenir assez mémorable parce que c'est vraiment magnifique, notamment le du Faut pas que ça soleil. devienne trop touristique parce que le sel va devenir marron après. Ouais. Ça. Nous, on a fait l'Islande en 2019, enfin cette année du coup, mais peut-être que Très les gens cool aussi. écouteront le podcast en 2020. Début 2019, ouais, on est allé faire Ouais. une interview là-bas, documentaire que je dois monter. Ouais. Voilà. Et bon, à part l'épisode du drone, non, les paysages, c'est à couper le souffle, quoi. Ouais, c'est clair. Je suis allé il y a assez longtemps en Islande et c'était très cool. Petite question bonus, ce serait quoi le meilleur sac de voyage? Parce que quand on voyage, moi, je suis un peu en mode comment je peux voyager avec le moins d'affaires possible. Je pense Ouais, que c'est un peu pareil, j'imagine, si tu voyages souvent. ouais. C'est quoi un peu, toi, le sac, ton sac préféré, tu vois? Bah alors moi en fait je prends deux sacs en général. Je prends le Everyday Backpack de Peak Design pour mettre tout mon matos. Donc c'est un sac qui est vraiment fait pour les photographes et les vidéastes. Et dedans je peux mettre mon drone avec deux batteries. Je peux mettre deux boîtiers, un pour la photo, un pour la vidéo. Je peux mettre mon MacBook Pro, je peux mettre un micro et je peux mettre un ou deux objectifs. Donc il y a tout ça qui rentre dans un seul sac qui est vraiment optimisé pour ça. Et après, selon la destination, si je reste en Europe, dans une ville uniquement, je vais peut-être prendre une valise parce que ça sert à rien de prendre un sac à dos pour prendre un sac à dos. Donc dans les valises, t'as pas mal de bonnes marques avec Samsonite, avec Delzé qui est une marque française qui est très cool aussi. Faut pas hésiter à mettre l'argent d'ailleurs dans les valises, hein, parce que franchement, les valises à 50 euros qui vont te faire que deux voyages et qui vont mourir, tu vas très vite la regretter. En plein voyage. Ouais. Vaut mieux mettre plus d'argent et avoir une valise solide qui sera là sur du long terme. Je pense notamment à Delzé, plutôt que de lâcher 80 euros pour un truc qui est moyen et qui va disparaître après 3-4 trips, quoi. Donc c'est ça. Et sinon pour les sacs à dos, je conseille la marque Osprey. C'est quand même une marque assez connue, assez référente. Pareil, c'est pas les sacs à dos les moins chers. Vous aurez moins cher chez Decathlon par exemple. Mais Osprey, ils ont vraiment pensé à tout. C'est vraiment très très pro. Et pour des voyages sur du long terme, c'est pareil. Si tu pars pour un tour du monde demain de 1 an, ton sac à dos, ça sera ta maison en fait, parce que tu auras ça sur toi tout le temps. Donc pour moi, c'est vraiment l'investissement sur lequel il faut pas déconner.
Et du coup, Osprey, pour moi, c'est la marque que je trouve parfaite, quoi. Ils ont pensé à tout. Trop bien. Super. Bah, pareil, on essaiera de mettre un peu toutes les références dans les notes de l'épisode. Mhm. Bah, écoute, merci beaucoup, Bruno. Tu vas rester avec nous pour le truc de la semaine. Ouais, Je vous rappelle, du coup, aux auditeurs que vous pouvez mettre un avis sur Apple Podcast. Vous pouvez mettre des petites étoiles aussi qui nous permettent un peu de nous faire connaître. Et surtout, si vous aimez Systemator, bah, pourquoi pas, si j'imagine que pas mal d'entre vous découvrent Systemator aujourd'hui, écoutez d'autres épisodes, en parler autour de vous. C'est la meilleure façon un peu de nous aider. Et on va passer au truc de la semaine. Alors, Bruno, c'est quoi ton truc de la semaine? bon, j'en ai 200 000 les trucs de la semaine, mais là, il y a quelque chose qui Le truc de m'a... la vie. Ouais, le truc de la vie, exactement. Il y a quelque chose qui m'a vraiment fait kiffer il y a pas longtemps. En fait, moi, j'ai un petit village de Haute-Loire qui s'appelle Retournac. Il y a 2000 habitants. Et quand j'étais jeune, j'allais tout le temps à Geoffroy-Guichard, parce que c'est juste à côté de Saint-Étienne. Ah oui, Et bah bah, oui. Vous êtes justement, voisins, les gars. Sébastien, vient de Ouais, 42 aussi. j'étais Saint-Étienne, ouais. ah, j'ai eu peur, je croyais que t'allais dire que t'étais lyonnais, j'aurais fermé tout de suite la conversation. Ah, Bien moi, joué. je suis lyonnais, Bruno, donc C'est Ouais, mais chaud. c'est le yin et le yang, tu vois. Bon, moi, j'habite à Lyon maintenant, mais du coup, à Lyon, j'ose pas trop dire que je viens de là, tu vois. Et en même temps, quand je suis à Saint-Étienne, je fais non, mais moi, je suis stéphanois. Ça va, on a gagné le derby. Mais du coup, le truc de la semaine, c'est que j'ai bravi, comment on dit, enfin bref, j'ai affronté la grève dimanche Bravé. pour pouvoir aller à Geoffroy-Guichard le temps d'un soir parce qu'il y avait Saint-Étienne-Paris et ça m'a vraiment fait du bien en fait de retourner dans mon enfance, de redécouvrir l'ambiance de ce stade qui est assez unique. Le chaudron. Donc c'est un truc de la semaine tout bête, mais quand tu voyages énormément, parfois ça te fait du bien de revenir à tes bases et à tes origines en fait. Donc d'aller à Geoffroy-Guichard, de prendre 4-0 contre Paris, c'était super agréable. Et c'était, je pense, On rigole moins, là. non, mais ce qui était assez impressionnant, c'est ça qui est toujours très cool, c'est qu'il y avait toujours la ferveur de Saint-Étienne. D'ailleurs, le stade était littéralement en feu d'artifice à la fin, ce qui n'a pas trop plu à la ligue professionnelle, il me semble. Mais c'était vraiment quelque chose de fou. Et comme quoi, quand on veut parfois quelque chose, là, je me suis tapé 6 heures de train, etc. Bah, faut pas hésiter à se battre pour ça. J'aurais très bien pu la veille me dire bon bah tu sais quoi, c'est la grève, j'ai encore reçu un email de la SNCF qui me dit qu'il vaut mieux annuler mon voyage si je le peux, donc j'y vais pas. Je me suis dit non, c'est pas ça qui va se passer, c'est que je me suis battu, j'ai galéré un petit peu, mais je suis arrivé dans le stade et c'était vraiment stylé. Donc Si c'est t'as mon truc de la semaine. si t'as fait le Guatemala, le volcan au Guatemala, tu peux bien passer les cordons de grève, quoi. Oui, Ce que j'allais dire. je T'as dû t'avouerai t'en voir pas mal avec les avions et tout, quoi. même pas peur ce genre de truc maintenant, même pas peur. Trop bien. Ah, j'aime bien ce truc de la semaine, tu vois, ça me fait penser Mais oui, c'est à sympa, on ça. remet les pieds sur terre aussi, c'est super cool. En Et plus, c'est c'est vrai que pour le Saint-Étienne, tu coup, vois, c'est Saint-Étienne, non, non, moi je trouve ça fait partie des clubs mythiques dans le sens où les supporters sont des vrais supporters, ils sont là pour l'amour du club, du maillot. C'est clair. C'est pas comme les clubs même Lyon, hein, j'avoue, même si Lyon fait une belle série au début des années 2000, c'est pas la même culture du foot, ou Paris encore moins, j'ai envie de dire. Et tu vois des villes comme Marseille ou Saint-Etienne, bon, j'aime pas du tout l'OM, c'est pas la question, mais je peux que reconnaître que c'est pas la même culture vis-à-vis du foot, quoi. c'est limite une religion, quoi, Mm. là-bas. C'est clair, Mm. c'est clair, c'est clair. Donc ça fait Au plaisir. Portugal aussi, hein, je sais pas si t'as pu voir, moi j'étais allé voir le Benfica Lyon Bien sûr. Ouais, à Lisbonne et c'était ouais, j'y suis allé aussi du bon effectivement. aussi. C'est vrai, t'étais au même match? Non, non, j'étais pas au même match. Je suis allé au stade aussi une fois et c'était pas mal. Très beau stade et j'aime beaucoup le foot pour ça, en fait. Pour voir la mixité sociale, pour voir tu vois, genre l'ambiance, etc. Je trouve que ça représente bien les villes en général. Je trouve que, par exemple, Saint-Étienne, tu vois, c'est une ville avec un passé assez douloureux, etc. Et je trouve qu'elle respire grâce au football et grâce à Geoffroy Mm. notamment. Et je trouve ça super intéressant, en fait, d'aller dans des stades quand j'en ai l'occasion. Je le fais souvent un peu partout autour du monde. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Mon truc de la semaine, c'est la sortie de mon album Carry Beats. Ça y est, après toutes ces années d'attente. Alors, il y a un bug Ah, avec mon distributeur DistroKid qui m'a dit que le format ne correspondait pas pour un des morceaux, donc j'ai dû annuler toute la sortie de l'album. Avorter, c'était le terme, non, c'est ça? Avorté, exactement. Abort the album, ils m'ont dit. Et là, je l'ai remis en ligne. Bon, après, ça dépend quand vous écoutez l'épisode, mais là, on est donc le 18 décembre à l'heure de l'enregistrement. Il est censé sortir le 20. Normalement, ça va vite parce que Spotify, c'est entre 2 et 5 jours de délai. Donc, au moment où vous écouterez l'épisode, si c'est le 23 décembre ou après, normalement, l'album sera sorti. On va mettre le lien également dans les notes de l'épisode. Voilà, album Carry Beats, c'est un mix entre Caribbean, avec les Caraïbes, dont mon père est originaire, et Beats, comme la musique, le rythme.
Donc voilà, ça fait 10 ans que je compose de la musique électronique et j'ai voulu intégrer des influences musique du monde et plus spécifiquement Caraïbes et Afrique et même Inde. J'ai fait des mélanges et c'est ça que je trouve magnifique. Tu parlais de mixité tout à l'heure, Bruno. Mhm. Le voyage, la musique, c'est mélanger les choses, quoi. Yes. C'est très beau comme projet. Ouais, ouais, bah je t'enverrai, hein. Mhm, grave. Et bah oui, il restait un truc de la semaine, c'est celui de Sébastien. Yep, bah moi je parlais d'un autre Sébastien. Alors moi je suis pas mal de formations, de cours en ligne pour développer un peu ce que je sais faire. Et en fait je suis retombé sur les formations de quelqu'un qui s'appelle Sébastien Tissier, qui est vraiment plutôt bon en marketing et notamment en growth hacking. Donc comment tu fais en sorte d'avoir vraiment des leviers de croissance intéressants en testant plein de choses, en bidouillant plein de trucs jusqu'à trouver un peu la pépite qui va marcher, qui va vraiment te permettre de développer une audience, que ce soit pour des clients, pour un projet, ou voilà. J'avais suivi ces cours il y a longtemps, j'avais appris 2-3 trucs, mais c'était pas le plus intéressant. Et 3-4 ans après, je retombe dessus et je me dis, allez, c'est pas trop cher, je vais voir, tu vois, je prends. Et en fait, super intéressant, grosse surprise, parce qu'il y a vraiment plein de trucs dont j'ai pas forcément entendu parler ailleurs, plein de petits sujets, plein de petites astuces, plein d'outils très pratico-pratiques. Et je trouve que ça manque un peu. C'est vrai que le milieu un peu de la formation web marketing, c'est un milieu un peu obscur. On sait jamais trop si tu vas vraiment prendre des trucs, si tu vas te faire avoir, tu vois. Donc, C'est clair. euh, donc voilà, c'est un peu le problème. Et du coup, tout ça est un peu décrié. Mais en vrai, dans l'autre, tu as quand même des gens qui font des trucs qui sont super intéressants. Donc voilà, Sébastien Tissier, Black Hat Marketing. J'avais envie d'en parler. Je trouve ça super intéressant ce qu'il a fait. Bon, j'ai un peu claqué pas mal de thunes dedans, mais je me suis bien éclaté à apprendre tout ça, quoi. Donc voilà, c'était un peu Ouais, moi, mon truc de la semaine. c'est marrant. C'est marrant, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à pas trop croire en ces, entre guillemets, gourous, tu vois, que tu peux Hmm. trouver partout sur Internet et tout. Donc c'est cool que tu dises ça. Moi, je suis quand même full, je dirais que YouTube, etc., te permet aujourd'hui plus ou moins facilement et gratuitement de te former sur plein de sujets. Mais je peux comprendre l'intérêt de prendre une formation qui regroupe toutes les infos au même endroit et qui te fait gagner beaucoup de temps, quoi. Même si je l'ai jamais vraiment fait. Ah, exactement, mais c'est un peu le truc, c'est que sur YouTube, en fait, tu as d'énormes clichés, quoi. Quand tu vas voir, tu sais, Ouais. les chaînes business en ligne et tout, c'est genre tout de la même truc, ils racontent les mêmes trucs. Et le problème, c'est que c'est pas vraiment des vidéos, dans le sens, enfin, les mecs, ils se filment et tout, mais ils te parlent surtout de pourquoi faut faire ça, mais ils te montrent jamais vraiment comment, à l'instar, par exemple, bah, plus du milieu, on va dire, vidéo pur, tu vois. T'apprends, par Hmm. exemple, à faire de la vidéo, justement, des tutos vidéo, des tutos photos, où là, le mec, il va te dire, bah là, on va te montrer telle ou Tu telle cliques chose et tout ici. ça. Et l'avantage de Ouais, payer un cours, en fait, c'est que vous avez vraiment une méthodologie complète. Il y a aussi un truc, moi, que je remarque énormément bah, avec mes clients, parce que moi, j'accompagne pas mal les clients sur leur argumentaire de vente, ce genre de choses, c'est que et je les trouve souvent en faisant des ateliers, des petites conférences où je leur apporte pas mal de choses, mais je me rends compte que on n'applique pas mhm. vraiment ou rarement les conseils gratuits, sauf si vraiment on le conscientise et qu'on le fait vraiment à fond, qu'on se dit, OK, là, cette vidéo, vraiment la suivre avec un vrai intérêt derrière et à l'appliquant tout de suite. Mais souvent, on consomme un peu des tutos ou des formations gratuite, un peu comme ça, quoi. Alors que quand on paye, mine de rien, aussi un engagement personnel de se dire, ok, je vais vraiment apprendre les compétences, je vais vraiment appliquer, il faut que je rentabilise, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Et du coup, je trouvais que c'était aussi un bon moyen aussi, enfin, étant donné que tu es là, parce que je pense que pas mal de gens qui nous écoutent viennent aussi de ta communauté, et c'est vrai que c'est un milieu qui est un peu décrié. Et voilà, j'avais envie aussi de mettre un peu de nuance là-dessus. Tout n'est pas acheté, bien au contraire. Moi, j'ai énormément avancé grâce à tout ça. Mais il faut juste sélectionner, quoi. Mhm. Comme d'habitude, quoi. Il faut sélectionner ce qui est intéressant et ce qui est un peu plus bullshit ou un peu l'arnaque, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais ce qui doit être assez compliqué parce que tu vois, comme tu le dis, les formations, elles Ouais. coûtent la blinde en général. Enfin, moi, je connais des gens qui vendent des formations, mais à des prix mais délirants. Limite, t'as l'impression que c'est qui vend le plus cher. Donc, je pense que c'est méga compliqué de savoir qui est de confiance et qui ne l'est pas. Déjà, pour suivre quelqu'un, un influenceur de façon classique sans payer, t'as du mal à savoir s'ils sont authentiques, etc. Alors, en plus de devoir trouver la bonne personne sur laquelle ben, mettre 500 ou 600 euros pour une formation dont t'es pas sûr de la qualité, si ce n'est qui te dit que la formation est trop cool, c'est clair que ça doit pas être facile. Donc tu dois suivre assez longtemps quelqu'un, je pense, avant de lui faire confiance pour ça. Ouais, démêler le vrai du faux, mais après, il y a le copywriting pour ça. Et l'idée, Ouais. ouais, comme tu dis, ça prend du temps. Et Mm, mm, mm. c'est pour ça que aussi l'importance du contenu gratuit, de Yes, C'est clair. montrer we are the real deal, qu'on est le vrai, voilà, la personne sur laquelle investir. c'est clair. Ouais, c'est Et exactement. bah, dans le marketing en France, peut-être que tu connais Marketing Mania qui est assez connu.
que moi j'ai suivi avant même qu'il lance sa chaîne YouTube. On a même Ouais. travaillé ensemble et c'est la première personne chez qui j'ai acheté vraiment une formation chère parce que j'avais acheté une formation 1 000 € à l'époque. Et honnêtement, pour le coup, elle m'a énormément aidé. Enfin, j'ai avancé, mais une vitesse considérable avec. Et j'ai pu Mmh. la rentabiliser, trouver des clients dans ce domaine-là. Et au final, j'ai un peu fait le parallèle quand même, mine de rien, avec les écoles privées, où finalement, tu payes aussi Ouais, très cher ton diplôme. Donc, si tu arrives c'est à, clair. à vraiment identifier un formateur qui est bon, et donc tu peux l'identifier via son contenu gratuit, est-ce que ce qu'il dit c'est pertinent, est-ce que c'est vraiment travaillé, fouillé, recherché, bien fait. La qualité du montage aussi peut t'en dire aussi un peu dessus sur est-ce que ça va être un peu à l'arrache ou pas, mine de rien. Ouais, Et là pour le coup, ok, c'est pas qu'une question de prix, quoi. C'est aussi voilà, c'est vraiment d'identifier quelles sont les personnes intéressantes, si elles ce que te disent te semble pertinent, leur façon de voir les choses aussi. Et ouais. c'est un peu là-dessus qu'on peut démêler, je pense, ce qui est intéressant de ce qui l'est moins. C'est clair. Ouais, Mais il faut, totalement. faut, faut pas non plus balayer tout d'un revers de main, quoi. Le message. Ouais, non, c'est clair, tu fais bien. Ouais, c'est clair. Voilà, voilà. Bah écoute, Bruno, un tout grand merci pour ta participation à Systemator. Merci à vous de m'avoir invité. Donc, on peut te retrouver un peu partout, hein, vous l'avez compris, Vous tapez Bruno Maltor, je pense. Mmh. Non, non, on va mettre bien. c'est ça. Donc, du coup, voilà, donc t'as ta page Facebook, t'as Instagram, t'as ton YouTube, Bruno Maltor, l'adresse de ton Yes. site web. C'est, votretourdumonde.com. Yes. Et il y a aussi du coup le verre du voyageur, c'est ça? Exactement, ça c'est super cool aussi. C'est un événement qui est un peu super cool parce que tu as 1000 personnes qui viennent pour parler voyage de ton un soir dans un lieu qui est privatisé pour l'occasion et c'est gratuit en plus. Donc franchement, c'est super cool. Trop bien. Et ben voilà, vous avez toutes les notes dans toutes Toutes les les informations. infos dans les notes Voilà, de exact, c'est l'épisode. plutôt ça que je voulais dire. Euh, et puis voilà, nous, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Systémateur continue, c'est tous les lundis, 6 heures du, à partir de 6 heures du matin sur vos plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer si vous êtes un peu hipster, tu vois, ou Napster, je ne sais pas. Ouais, ouais, Je ne sais bien pas. sûr. On a notre épisode précédent sur trouver son pourquoi qui est assez intéressant si vous voulez écouter d'autres épisodes de Systémator. Et puis voilà, on va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis n'hésitez pas à vous faire des retours sur cet épisode. Et on vous dit à bientôt. Salut, salut. Merci encore à Ciao toi, tout le monde. Bruno. Ciao, ciao.